Voilà, on est arrivé sur la dernière partie de mon parcours à l'université. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Clotilde Duquesne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne de Math pour tous, je vous invite à vous abonner, à activer la notification et surtout de mettre un pouce bleu pour m'encourager. Donc, cette vidéo, c'est la troisième partie des deux premières vidéos que j'ai déjà fait sur mon parcours à l'université, un peu sur le calvaire, sur les avantages et tout ce que j'ai pu avoir à l'université. Dans cette dernière partie, j'avais déjà parlé jusqu'en licence 3. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous invite à aller regarder les deux premières vidéos pour mieux comprendre le processus. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est passé en Master 1 et de mon premier voyage en France, qui était d'ailleurs une catastrophe, ou du moins ce qui était hyper dur pour moi, et que la toute première fois, j'ai refusé de faire les études en France. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comme j'avais dit la dernière fois, après ma licence, je suis passée en Master 1. Et en Master 1, c'était l'année où tout se décide. Donc, à partir de la licence mathématiques, j'avais compris que je voulais faire la recherche en mathématiques. Et en Master 1, on nous dit, si tu n'as pas 12, alors tu peux oublier la carrière, ou tu peux oublier le côté recherche, ou tu peux tout simplement oublier le doctorat. Et moi, j'avais déjà refusé de faire le concours de l'école normale. Pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas, il n'y avait pas une autre option. Je devais avoir 12. Et alors, voilà ce qu'on s'est dit. On était trois au début de l'année. Moi, il y avait Rostand, il y avait Olivier. Et alors, on a décidé de prendre de l'avance. Donc, avant le début de l'année, on avait commencé à travailler parce qu'on avait déjà un peu une idée de ce qu'on devait faire au programme. On avait commencé à travailler. Mais là, ce n'était pas vraiment, ce n'était pas clair parce que lorsqu'on n'a pas vraiment le programme que le prof a établi, on ne peut pas savoir ce qu'on va faire. Donc, dès que l'année a débuté, on s'est fixé des objectifs. C'était vraiment d'avoir le maximum, c'est-à-dire avoir minimum 18 sur toutes les matières. Et pour avoir cela, on a dû sacrifier énormément de choses. On dormait 4 fois et on veillait 3 fois. Donc sur une semaine, on devait passer pratiquement 3 nuits sans dormir et les 4 autres nuits en dormant. On arrivait à l'université avec les yeux hyper rouges. Il y a les camarades des classes qui peuvent témoigner. Il y a d'ailleurs certains camarades qui ont voulu se joindre à nous. Mais une fois qu'ils sont arrivés, ils ont vu un peu la façon avec laquelle on travaillait. C'était très intense. Ce que je vous parle, c'est quelque chose qui peut vraiment coûter la vie parce que lorsqu'on ne dort pas, c'est hyper risqué. Mais je ne vous conseille pas, ou je ne suis pas en train de vous dire de ne pas appliquer cette méthode si ça peut vous aider. Pour moi, c'était la seule approche que je devais prendre, ou pour les deux autres de mon groupe, pour arriver à nos objectifs. Et on a pris ça. On a eu Olivier qui est tombé malade, donc du coup, il n'a pas pu faire le premier semestre, mais il a composé après, il a tout réussi. Donc nous trois, on a en principe réussi toutes les matières à la section normale et avec des très bonnes notes. Mais je peux vous dire que j'avais perdu énormément, j'avais perdu pratiquement 6 kilos à la fin de l'année. Quand on ne dort pas, lorsqu'on ne dort pas, on va pas se mentir, on n'est pas vraiment très stable si ce n'est pas quelque chose qu'on était habitué à ne pas faire. Alors bien évidemment, quand je dis qu'on ne dormait pas, c'était vraiment pour dire qu'on dormait peut-être 2 à 3 heures, mais c'était pas vraiment un sommeil, c'était quelque chose, on devait travailler parfois chez moi toute la nuit et se coucher quelques temps avant d'aller en fac, où on devait travailler chez Rostand, c'était généralement alterné dans les deux maisons et arriver en fac. Alors, ce qui me choquait un peu le plus, que quand j'arrivais à l'université, mes deux camarades, quand ils s'endormaient et que moi, je m'endormais en classe, j'avais un enseignant qui me disait, tu n'as pas besoin de veiller autant, en plus tu es une fille. Et je vais profiter de cette vidéo pour dire que, ne, en tant que femme, ou du moins vous les jeunes filles, ne vous arrêtez pas sur quelque chose parce que vous estimez que vous êtes une fille. Ou ne travaillez pas moins parce que vous estimez que vous êtes une fille, ou n'allez pas, je veux dire, s'il y a des choses que vous avez envie de faire, faites-le,
Ne vous sentez pas gêné parce que la société va penser parce que vous êtes une femme. Et le fait peut-être de marcher avec la crèche sur vous partout, aller apprendre, revenir toute seule, ça peut être quelque chose qui est peut-être choquant pour certaines personnes. Mais honnêtement, ne vous gênez pas pour ça. Si vous avez envie de faire quelque chose, même si c'est aller faire des parfums, si c'est travailler en tant que maçon, peu importe, les filles, foncez. N'écoutez pas ce que les autres vont vous dire. Donc voilà, c'était juste un petit conseil pour ça. Maintenant, donc, si on revient, on a bien fait cela. Le premier semestre, c'était vraiment parfait. Et je peux vous dire que le travail en commun, le travail ensemble, apprendre ensemble, c'était vraiment bénéfique. Alors au second semestre, comme j'ai dit, Olivier était malade. On a pu beaucoup travailler. Rostand a pris un peu un autre groupe. Donc au second semestre, en fait, j'avais travaillé presque toute seule. Je peux vous dire, ce n'était pas comme le premier semestre. Mais honnêtement, au final, j'avais Vanessa qui était là, j'avais Raïssa qui était là, et dont les filles, je travaillais avec elles au second semestre, mais pas tous les jours comme je travaillais avec les garçons au premier semestre. Mais tout s'est bien passé. Donc à la fin du Master 1, j'avais pratiquement 14 de moyenne. Et ça, aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que le Master 1 en maths est vraiment compliqué. Pour arriver à avoir des notes aussi énormes qu'on a eues, il a fallu changer carrément le mode de vie. Il a fallu qu'à un moment donné, je vivais encore avec ma soeur quand je faisais mon Master 1 et je ne faisais pratiquement plus rien. Et je ne faisais pratiquement plus rien. Et du coup, à un moment donné, il a fallu vraiment... Alors, vous m'excusez, vous avez forcément vu que je bouge dans la vidéo. Mais bon, j'ai fait un geste et c'est pas grave. Donc, à un moment donné, il a fallu carrément que je ne travaille plus beaucoup à la maison, que je change vraiment. En fait, que tout ce qui concerne mon travail à la maison était uniquement à l'école. Donc après le master 1, tout s'est bien passé, j'ai eu la bonne note, je suis allée en master 2 sans crainte. J'ai commencé mon master 2, j'ai fini le premier... Alors en master 1, en terminant le master 1, il y a le professeur Samuel Boron qui est à l'université de Douala, il m'a donné un premier sujet de mémoire qui était sur la modélisation de l'hépatite B. Alors comme c'était à la fin de l'année de master 1, j'étais très confiante parce que je pensais que c'était mon sujet de master 2. Et en fait, j'ai travaillé sur ces sujets, j'ai écrit un mémoire sur l'hépatite B, la modélisation de l'hépatite B avec l'étude de mathématiques. Et là, maintenant, on a commencé le Master 2. Et lorsqu'on termine le premier semestre de Master 2, il me donne un deuxième sujet, où il me propose un deuxième sujet qu'on en discute. Et c'est là qu'il me dit, bah, ah non, en principe, c'est ton sujet de Master 2 maintenant. Je peux vous dire que c'était une catastrophe et je voyais déjà tout le monde qui avait son sujet avant et je me prenais un peu la tête en disant ouais, mon sujet sur le master sur la modélisation de l'hépatite B, j'ai déjà fini. Et alors j'ai repris mon sujet de master 2, c'était compliqué. Juste pour se fixer sur le modèle, ça a pris énormément de temps et pour l'existence des solutions, j'ai même abandonné à un moment donné pour aller faire une partie avant de revenir sur l'existence des solutions. Mais j'ai soutenu mon master en mars 2018. Et donc, juste avant ma soutenance de master, il y a le professeur Samuel Boron qui me dit que je vais faire un voyage de recherche en France, un voyage de recherche qui n'était pas un voyage en stage de master, c'était une visite de recherche. Je ne savais même pas que ça existait. Et là, il me dit ça. Après, il me demande, tu as le passeport? Et je dis non. Entre nous, je ne pouvais pas avoir le passeport. Je n'avais jamais pensé voyager. Donc, je ne pouvais pas avoir le passeport. Ce n'était pas quelque chose qui passait dans ma tête. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préparaient souvent leur voyage. Je les voyais, je regardais. Moi, je suis née dans une famille où on se débrouille, donc je ne pouvais pas imaginer que j'allais voyager ou quelque chose comme ça. Donc, et j'ai dit non, je n'ai pas de passeport. Il a me dit, ouais, il va falloir faire ton passeport. Et curieusement, j'ai fait mon passeport. Généralement, ça prend 3 mois. Ce n'était même pas un passeport express. Mais après 2 mois et demi, j'avais mon passeport. Et donc là, après la soutenance de mon master qui était en mars, j'ai fait le voyage en avril pour venir à Nice où je suis actuellement. C'était mon premier voyage de recherche.
Et alors, le premier voyage de recherche, je suis arrivée, il y avait déjà 2 Camerounais qui étaient dans l'équipe. Donc, il y a Yves qui était là, il m'a accueilli. Là. Je peux dire, j'étais vraiment bien parce que je suis arrivée, il y avait déjà quelqu'un qui connaissait tout. Il est venu me chercher à l'aéroport et il a fait tout le nécessaire. Mais cependant, je suis arrivée, j'avais mes idées fixées sur la France, sur le comportement des gens. Surtout, j'ai passé une très mauvaise, je peux dire, 2 mois et demi passés en France pour la première année. C'était horrible. C'était... Est-ce que quelqu'un m'avait fait quelque chose? Non. Pourquoi c'était si horrible? C'était mes idées qui rendaient la vie horrible. Je peux vous dire, ce séjour-là m'a fait comprendre que votre mental peut vous détruire. Ce que vous pensez dans votre tête, même si vous ne le vivez pas. En fait, quand vous pensez, vous vivez cela. Mais vous êtes la seule personne à vivre. Parce que, je vais prendre un exemple. Si vous estimez qu'en tant que noir, vous arrivez sur un endroit où il y aura le racisme, par exemple, c'est sûr, il y en aura. Mais si vous mettez ça dans votre tête, ou vous mettez dans votre tête que tous les gens qui vont, par exemple, rigoler ou faire des trucs vont rigoler de vous, ça devient une maladie, en fait. Et donc, j'étais venue avec mes idées fixées. J'ai passé 2 mois et demi, c'était en calvaire. Je n'arrivais pas à manger. Pourtant, en Master 2, j'avais repris le poids que j'avais perdu en Master 1. Mais durant mon séjour de 2 mois et demi, j'ai perdu tellement de poids et je voulais rentrer au Cameroun. Tout ce qu'on me disait ici, je disais, ouais, c'est bien et tout, mais non, je veux rentrer. Et la première année, mes encadrants actuellement, ils m'ont demandé si je voulais faire la thèse en France. J'ai dit non, que je ne voulais pas. Et je me rappelle. Et là, j'avais un visa de 3 mois. On m'a dit, on voulait me prolonger 2 semaines. J'ai dit non. Pas de prolongation. Je rentrais tout de suite. Et juste pour vous dire, quand il restait 2 semaines pour mon retour, j'avais tout arrangé. Hein. Dans ma chambre, il n'y avait plus rien. Tout était rangé. Mais après, pour vous expliquer aussi, tout était nouveau. Je suis arrivée dans un nouveau pays. Tout était différent. Je n'étais pas préparée psychologiquement. En même temps, on disait, il ne faut pas laisser tes cheveux afro comme ça. Il ne faut pas t'habiller avec des pagnes. Et je suis quelqu'un généralement qui m'habillait beaucoup avec des pagnes et qui aimait bien laisser mes cheveux, comme vous avez dû constater et tout. Donc, je suis venue avec mon truc carré. Je ne voulais pas mettre ceci. Je ne voulais pas faire comme ça et tout. Et donc, ça m'a vraiment traumatisée ou ça m'a vraiment bouleversée. Et je n'étais plus moi. Et en même temps, j'arrive, la chambre où j'étais logée, je vois une chambre aussi petite, je dis, mais c'est ça la France. Julien, je suis logée dans un truc aussi petit, mais c'est pas possible. Et en plus, c'était la première fois que je dormais sur un lit d'une place et donc, je dormais à chaque moment que je dormais dans la nuit. Mais bon, je vous ai pas dit ça. C'était juste, donc, la première année, j'ai dû dire non. Je ne savais pas, quand je disais non, que je ne voulais pas faire la thèse en France, je n'avais pas d'autres idées en tête. Pour moi, c'était juste que je ne me sentais pas bien et je ne me voyais pas vivre pendant 3 années ou vivre même carrément en France à ce moment-là. Donc, je suis rentrée au Cameroun tranquillement après 2 mois et demi. Je suis revenue. Il y a ma mère qui avait tellement pitié de moi quand j'arrivais parce que j'avais perdu beaucoup de poids. Mais je vous assure, vers les 2 dernières semaines, j'ai vraiment pris conscience de l'erreur, de tout ce que j'avais fait, de comment je me suis emprisonnée avec les idées. J'avais commencé à lâcher prise, mais en rentrant au Cameroun, j'ai dû me couper les cheveux. Bref, j'étais carrément quelqu'un d'autre, donc je suis rentrée, je me suis coupé les cheveux, j'ai tout fait. Et quand je rentre, et mon encadreur au Cameroun me dit, alors, on m'a dit qu'on t'a parlé d'une proposition de thèse, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, non, je ne veux pas faire de thèse en France. Et là, elle me dit, quoi? J'ai dit, non, je ne voulais pas faire de thèse là. Et là, elle me dit, ah d'accord, c'est sur le soleil de Douala que tu veux faire la thèse et tout le reste. Mais après, ce n'était pas vraiment décidé pour moi. Je voulais juste faire la thèse entre la France et le Cameroun au départ. Donc, l'idée de faire la thèse complètement en France n'était pas claire pour moi et tout. Donc, voilà un peu comment tout s'est passé pour mon master et tout le reste. Alors, juste pour rappel, les personnes que j'ai fait la visite de recherche avec eux, j'avais déjà rencontré ces personnes. J'avais déjà rencontré Suzanne, qui est l'une de mes directrices de thèse.
quand je faisais mon master 1, dont il y avait un séminaire où je l'avais rencontré là-bas et on avait déjà un peu discuté par rapport en potentiel ou en collaboration et tout le reste. Mais après ces 2 mois et demi, je suis rentrée au Cameroun. Quand les gens me parlaient de la France, j'étais vraiment la personne. Il y a mes amis depuis l'enfance, Gaëtan et Pierre, qui savent que si quelqu'un me demandait quoi, la personne n'allait jamais avoir envie de venir en France parce que pour moi, c'était le pire moment que j'avais vécu depuis que j'étais née. Je n'étais jamais allée loin de ma famille, j'étais loin de ma fille, bref, c'était tout nouveau et je pense que tout ça mélangé m'avait vraiment bouleversée. Mais je peux vous assurer que après ça, je suis revenue en France pour un deuxième séjour. Je ne faisais pas toujours la thèse parce que j'ai dû rester presque 2 ans avant de m'inscrire en thèse après mon master. Donc, c'est pour ça que je me retrouve aussi vieille en thèse. Mais bon, quand je suis revenue pour mon second séjour, j'avais modifié ma façon de penser. J'avais tout changé. Et vraiment, je peux vous dire, tout est allé, tout était tellement bien. J'ai même fait des séminaires à ce moment-là. Juste même pour vous rappeler, je suis même allée en Italie et j'ai fait en auto-stop, en route, sans avoir peur et tout le reste. Mais là, c'est juste pour vous expliquer. Et c'est après ce deuxième séjour qu'on m'a proposé la bourse de thèse et j'étais bien partante parce que je me sentais bien. Et tout est allé normalement. Donc voilà, depuis 3 années, je vis là et tout va bien. Je suis presque à l'approche de la fin de la thèse. Je vais vous expliquer en détail après la soutenance de thèse, comment la thèse s'est vraiment passée. Pour le moment, je ne suis pas vraiment à la fin. Donc je vous parle de tout ce qui s'est passé avant le début de la thèse. Voilà les amis. Voilà tout ce qui concerne ma fac. J'ai eu une fac hyper compliquée parce que à chaque moment qu'on affichait les notes, il y avait le cœur qui tremblait. On a aussi une fac qui était dans une ville que tout bouge. Dans la ville, la fac de Douala est vraiment située, il y a des boîtes de nuit et tout. Quand tu vas en fac, tu dois savoir ce que tu es allé chercher. Tu dois savoir sur quoi tu comptes. Et tu dois savoir là où tu pars. Parce que tant que tu ne sais pas ce que tu vas chercher là-bas, tu ne vas pas t'en sortir. C'est dur, c'est compliqué, il peut y avoir des manques, mais je peux vous assurer qu'on est arrivé à l'université, on nous disait que les notes ne sortaient pas. Mais avec la promo que j'ai eue, aujourd'hui, je vois que tout le monde a arrivé à faire quelque chose de vraiment formidable. On a eu une promotion vraiment super, on était des bosseurs. Et chacun a tracé sa propre carrière aujourd'hui ou est en train de bien tracer sa propre carrière. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas vraiment encore de carrière. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a bossé et ça a payé. Pardon, donc, si on bosse, ça paye. Ah oui, Julia, je suis covidée, mais bon, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas vraiment laissé entendre, c'est juste que j'ai trop parlé et après j'ai un peu soif et tout le reste. Mais bon, donc voilà tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire, je vais répondre. C'était justement pour finaliser cette dernière partie et vous dire pour les personnes surtout qui sont en faculté à Douala, je sais que ce n'est pas évident. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, oui, j'ai composé, je n'ai pas les moyens et tout. La fac est dure, mais je peux vous dire, c'est cette formation de la fac qui a fait à beaucoup de personnes aujourd'hui. Le fait qu'on soit assez strong, dur avec les étudiants, ça nous aide. Ça nous aide pas peut-être parfois quand on a les notes parce qu'on n'a pas des notes énormes. Mais je peux vous dire que ça aide à avoir un mental fort. Et les gens qui sont sortis de cette phare-là, quand ils arrivent à l'université en Europe, je sais que l'université est hyper compliquée en Europe ici en termes de pression. Je parle de la pression et tout. Moi, je n'ai pas vraiment fait l'université ici, donc je ne connais pas. Mais tous les amis que j'ai vus faire l'université ici, il y a beaucoup de pression en termes de projets et tout le reste. Ce qu'on a eu à l'université de Douala, au poulailler, comme on a l'habitude d'appeler, nous a forgé vraiment et énormément. Et aujourd'hui, on arrive à être ce qu'on est là, ou ce parcours qu'on a là grâce à cette université. Je dis merci aux enseignants parce qu'on a eu des enseignants formidables et que même jusqu'aujourd'hui, on communique encore avec eux. On aurait eu des enseignants qui s'en foutaient, qui ne se souciaient pas de nous, mais lorsqu'on a des enseignants qui nous rappellent tous les jours qu'on va y arriver, même quand on a des mauvaises notes, ça nous fortifie et ça nous envoie ou ça nous pousse à travailler encore beaucoup plus.
Je ne vais pas citer tout le nom des enseignants, mais vous savez, le professeur Fono, le professeur Tanyewafo, le professeur Gake, Monsieur Ntimi, professeur Ntimi, je parle tout le monde en termes de profs, mais il y a des docteurs, il y a des professeurs dedans, le professeur Samuel Bouon, le professeur Ndiye, le professeur Mbama. On ne peut pas citer toute la liste, mais vous savez, on a eu des enseignants formidables. Et honnêtement, je peux vous encourager uniquement à vous battre pour ce que vous voulez. Et je sais qu'il y a des personnes, une fois ils ont traversé l'université, il y a aussi des personnes qui ont vécu des mauvaises expériences. Je parle de mon expérience, j'ai eu une très bonne expérience. Il y a des personnes qui ont vécu des mauvaises expériences. Je suis désolée pour ça, mais je veux aussi rappeler, parce que je sais qu'il y a eu aussi des gars parfois ou des autres mots, je veux aussi rappeler à mes camarades parfois qu'une fois quand vous passez à l'université, vous voulez dénigrer l'université, vous voulez passer ailleurs. Il y a des choses qui ne sont pas bien. On ne va jamais se mentir là-dessus, mais il faut savoir reconnaître ce qu'on a eu de bien dans ces endroits-là et arrêter de dénigrer vos enseignants une fois que vous avez passé sur un endroit. Car ces enseignants-là, ils ont fait, on a des enseignants qui ont 30 ans de carrière, 40 ans de carrière. Quand on est en début, je peux vous dire que vous n'êtes pas mieux placé pour avoir des mots à dire sur ces carrières-là. Donc, faites attention, et surtout en tant qu'enseignant qui est dans un système aussi complexe. Il faut savoir dire que les autres gens doivent se battre pour maintenir la vie. Et c'est ça qu'on fait. Et c'est l'équilibre là que tout le monde a besoin. Donc, voilà. C'est tout pour mon parcours de la fac. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la suite. Mais ça, c'est la fin de l'année, hein, pour la fin de tout ce qui concerne la thèse. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. C'était un peu beaucoup plus long par rapport au début. Si vous avez des questions, je reste disponible.